Alors aujourd'hui, on se penche sur un livre vraiment particulier, La Mandragore magique de Gustave Le Rouge. Ah oui, Gustave Le Rouge. Un auteur fascinant, un peu touche-à-tout, comme le dit sa préface. Cette polygraphie. Il mélangeait science, occulte, aventure. Exactement. Et la mandragore, c'est le sujet parfait pour ça, non? Cette racine qui ressemble à un petit bonhomme, Théophraste l'appelait anthropomorphone quand même. C'est ça. Une image hyper puissante qui a nourri des siècles de légendes. Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu tout ça avec le rouge comme guide, comprendre cette fascination. On va regarder la plante elle-même, sa réputation un peu sulfureuse, son rôle en magie et puis comment la littérature s'en est emparée. On commence par la base peut-être. Juste la plante. Le rouge le rappelle bien. C'est une solanacée. Comme la belladone. Celles qui sont plutôt dangereuses. Exactement. Très très toxique. Les fleurs, le fruit, même l'odeur est décrite comme fétide. Donc à manipuler avec précaution, on va dire. Et pourtant, le rouge cite Pline l'Ancien, qui lui trouvait des vertus médicinales. C'est ça qui est fou, ce contraste. Tout à fait. Pline parlait d'un usage pour les yeux, ou comme anesthésique, une petite dose, un siat, suffisait parfois avant une opération, Ah oui, quand même, anesthésiant. voire comme antidote pour les serpents. Et le rouge mentionne ce lien un peu ésotérique que certains faisaient avec l'arbre du bien et du mal. Ça montre à quel point on la chargeait de sens. Pline distinguait déjà la mandragore mâle blanche et la femelle noire. Mais c'est surtout le côté magique qui a pris le dessus, j'ai l'impression. Ah bah clairement. Dans la Bible déjà, on a l'histoire de Rachel et Lia pour la fertilité. Et le rouge rapporte que les sorcières de Thessalie la cuisinaient avec des ingrédients assez spéciaux comme l'hypomane et le sang menstruel. Charmant. Et au Moyen Âge, ça part encore plus loin. Oui, là, c'est la totale. Elle crie quand on l'arrache, le fameux cri qui peut tuer. Elle saigne, elle attire l'argent, permet de trouver des trésors. Le cri qui tue. Ça devait rendre la cueillette un peu tendue, non? Disons que les rituels décrits sont pas simples. Pline parlait déjà de tracer des cercles à l'épée autour. Et j'imagine que les arnaqueurs étaient pas loin. Évidemment, le rouge en parle. Des racines retaillées pour ressembler à un homme, ou même des petits singes momifiés vendus comme mandragore. Il note aussi la confusion fréquente avec la main de gloire, qui n'a rien à voir, en fait. Non, c'est autre chose. Une main de pendu séchée, d'autres pouvoirs. Mais le rouge distingue bien les motivations de ceux qui la cherchent. Il y a le sorcier d'abord. Le sorcier. Plutôt côté pratique et pas toujours bienveillant, hein? C'est ça. Il la cherche pour la chance, cueillette au cimetière la nuit, poule noire, tout le tralala, ou pour faire des filtres d'amour. Le rouge donne même une recette. C'est épicé, tu disais. Oh. On peut dire ça. Bouillon de crustacés, testicules de coq, truffes, fleurs de mandragore. Ou alors plus sinistre, pour endormir les voyageurs et les détrousser. Ou encore pour son usage perso, comme drogue hallucinogène dans les onguents de sabbat. Et en face du sorcier, il y a le mage. Lui, il vise plus haut. Beaucoup plus haut. Le mage, lui, son ambition, c'est d'animer la racine, de créer la vie, carrément. Ah oui, carrément. Et là, le rituel est d'une complexité. Le rouge détaille ça. C'est lié à Saturne. Donc, le samedi, il faut jeûner, des vêtements spéciaux, des outils en plomb, des parfums saturniens, un cercle magique très précis, un sacrifice de hibou. Un hibou, waouh. Oui. L'objectif, c'est vraiment de réveiller l'âme de la plante, la rendre consciente. Mais le rouge dit que souvent, l'orgueil du mage le fait échouer. Fascinant, cet orgueil. Et puis, il y a une troisième figure, la Vierge. Elle peut y arriver. Oui, selon ce que rapporte le rouge, sa pureté et son amour désintéressé peuvent faire la différence. Le rituel est encore différent. Près d'un gibet, elle utilise ses propres cheveux tressés pour tirer la racine. Ses cheveux, oui. Et souvent, un chien noir fidèle est sacrifié, mais involontairement, en tirant pour elle. L'explication occulte donnée est assez spéciale. L'énergie vitale du chien passerait dans la racine et attirerait l'âme errante d'un pendu. Une sorte de pont entre végétal, animal et fantôme, quoi. C'est un peu l'idée, oui. Une conception très étrange du transfert d'âme. Et cette idée de créer la vie, le rouge ne l'évoque pas que pour la mandragore, si. Il élargit un peu. Exactement. Il aborde d'autres créatures artificielles qu'on confond parfois, notamment les homoncules. Ah, les homoncules. La fameuse recette de Paracels. Voilà, à base de sperme humain, de chaleur de fumier de cheval, de sang, une création très biologique si on veut. Le rouge raconte même l'anecdote du comte de Kufstein qui en aurait élevé 10 dans des bocaux. 10. Dans des bocaux. L'image est saisissante. Et il parle aussi d'androïdes. Oui, là on n'est plus dans l'automate.
Il s'y dit à tête de bronze parlante qu'on attribue à Albert le Grand au Moyen-Âge. Ou, bien plus tard, un exemple littéraire comme l'Ève future de Villiers de L'Isle-Adam. D'accord, donc on voit bien le lien avec la fascination pour la création artificielle. Et la mandragore elle-même, elle a beaucoup marqué la littérature, non? Ah oui, énormément. Le Rougès le souligne. On pense bien sûr à Machiavel et sa comédie La Mandragola, qui joue à fond sur le côté aphrodisiaque et fertilisant. Une comédie carrément? Oui. Et puis plus tard, Charles Nodier, dans La Fée aux miettes, c'est une vision beaucoup plus poétique. Sa mandragore qui chante, c'est plus un symbole d'idéal, un truc qu'on atteint par l'amour pur. C'est fou de voir comment cette sainte plante, à travers ce que le rouge en a collecté, devient ce symbole hyper riche. À la fois une vraie plante botanique, toxique, et puis le cœur de légendes tenaces, de rituels incroyables, et une source d'inspiration sans fin. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui plaisait à Le Rouge. Explorer ces zones grises, ces sciences parallèles, comme il disait, ce potentiel un peu caché, secret de la nature. La mandragore, elle est pile à la frontière entre le connu et l'inconnu, le végétal et l'humain fantasmé. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée. Toute cette quête pour allumer la mandragore ou créer l'homoncule que Le Rouge décrit si bien, est-ce que ce n'est pas, au fond, une image de notre propre aspiration humaine, toujours un peu là à vouloir percer les secrets de la vie elle-même? Une question qui reste ouverte et qui dépasse largement la simple botanique ou le folklore, effectivement.